C'est un patrimoine vivant dont nous vous proposons une découverte et des images inédites. Le Palais du Luxembourg au cœur de Paris et son jardin extraordinaire fêtent cette année leurs 400 ans. Depuis 1615, il ne cesse de vibrer au rythme de l'histoire, la monarchie, l'Empire et aujourd'hui une république vivante où le Sénat élabore la loi. C'est à travers 4 personnages illustres que nous allons ensemble remonter les siècles. Il y aura d'abord Salomon de Brosse, c'est l'architecte de cette demeure royale dont l'harmonie subsiste encore aujourd'hui. Nous serons ensuite avec Eugène Delacroix, le peintre. 5 ans durant, il mit son génie et son talent au service de la magnificence de ces lieux. Napoléon, bien sûr, pour qui le Palais du Luxembourg fut le marchepied d'un destin absolument exceptionnel. Enfin, nous serons avec Georges Clémenceau. Il fut sénateur ici même pendant 18 ans. Pendant la guerre, la Grande, on l'appelait le Tigre. Le Palais du Luxembourg est né d'un désir et rien ne serait arrivé si une femme, une reine, n'avait voulu cet endroit magique. Au début du XVIIe siècle, le Palais Royal est au Louvre, sur les berges de la Seine, trop proche d'un fleuve qui sert d'égout. Marie de Médicis veut un palais construit sur les hauteurs de Paris, de l'air, un jardin, mais surtout, elle veut asseoir son autorité de régente du royaume. En 1615, la construction commence, il faudra 10 ans à Marie de Médicis pour voir son projet prendre corps, un palais au parfum florentin et son jardin aujourd'hui connu dans le monde entier. Mais elle ne profita guère de ce joyau d'or et de pierre. Mais avant son exil du royaume de France, en 1630, Marie de Médicis avait su faire du Palais du Luxembourg un écrin sans équivalent, aujourd'hui concentré dans une pièce qui restitue les décors d'origine, la salle du Livre d'Or. C'est dans cette pièce qu'est concentrée toute la magnificence des origines du palais. Alors, il faut imaginer Marie de Médicis, ici même dans ces décors. Ces décors, ce sont les siens, ceux de son époque. Ils ont été réunis ici en 1817, quasiment à l'identique. Et la plupart des éléments qui composent cette salle proviennent des appartements privés de la reine. Regardez ces peintures, ces lambris, ces pilastres. On est véritablement au tout début de cette époque baroque et on respire presque des parfums italiens. C'est tout le talent, c'est tout le génie de ces artisans, de ces artistes de ce début du XVIIe siècle qui est concentré ici, dans cette salle dite du Livre d'Or. Quand un palais peut en cacher un autre. Alors si tous les regards évidemment se portent vers le grand palais du Luxembourg, c'est au petit Luxembourg, là où je me trouve, que tout a commencé. Cet hôtel a été construit sous le règne d'Henri II dans les années 1550 et est tombé sous son charme. Marie de Médicis l'acquiert en 1612 plus tard. Le cardinal de Richelieu, le protégé de la reine, occupera cette demeure avant de se brouiller définitivement avec sa protectrice. Construit au milieu du XVIe siècle, le Petit Luxembourg est antérieur au Grand Palais. Il doit son nom à son premier propriétaire, le duc François de Luxembourg. Aujourd'hui, il abrite la présidence du Sénat, le bureau, les appartements du président de la Haute Assemblée, mais aussi des lieux beaucoup plus inattendus, comme le rez-de-chaussée. Cette petite chapelle au décor baroque, elle a été voulue par Marie de Médicis pour le couvent de la communauté des Filles du Calvaire.
L'ancien cloître attenant a été transformé sous le Second Empire en un très élégant jardin d'hiver. Sous la verrière, à l'abri des regards et au pied de la déesse de l'aurore, poussent toute l'année arômes, orchidées et bananiers. Alors le voilà, l'architecte du palais Salomon de Brosse, à qui l'on doit bien sûr l'ordonnancement général du bâtiment avec cette symétrie extrêmement solide. Il a travaillé ici pendant des années. D'ailleurs, lorsque Marie de Médicis est partie en exil, eh bien, l'ensemble des bâtiments n'était pas complètement terminé. Je serai dans quelques instants sur les terrasses du Palais du Luxembourg, près du Dôme, en compagnie de Massimiliano Fuxas. Et vous allez le voir, si nous avons choisi un architecte italien, ce n'est pas tout à fait par hasard. Massimiliano Fuxas, vous êtes architecte, vous venez de Rome, vous êtes italien. Que vous inspire cette magnifique cour d'honneur du Palais du Luxembourg? Il fait beaucoup Italie. Il fait un peu plus Florence. On parle beaucoup d'une possible imitation du fameux Palais Pitti de Florence. Oui, on pense tout de suite à Palais Pitti, mais ce n'est pas de l'imitation, c'est de l'interprétation. Palais Pitti, il y a un complexe formidable, il y a il Giardino di Boboli et le Palazzo Pitti. Palazzo Pitti, c'est un peu plus dur, parce que la Renaissance florentine était un peu plus dure. C'était une force qui ne faisait pas de cadeaux, il montrait l'ordre. Ici, c'est l'ordre dorique. Il y a de l'élégance française qu'on ne retrouve pas la même en Italie. Il y a une forme de grâce qui était très féminine, mais pas seulement féminine, c'était toujours l'interprétation, mais dans laquelle on voit une évolution de pensée. Alors, il y a à quelques centaines de mètres d'ici le Grand Louvre, le lieu d'habitation des rois de France. Nous sommes ici au Palais du Luxembourg. C'est aussi un lieu de pouvoir et ça se voit dans la magnificence de l'ordonnancement du palais. Mais c'est un lieu de pouvoir, mais aussi de plaisir. Ça, c'est un bâtiment vraiment qui a vibration. Et la force de la vibration, c'est un bâtiment qu'on voit très bien qui a été fait parce qu'il y avait quelqu'un qui avait envie. Il faut trouver toujours un bon client qui a envie de faire quelque chose d'important. Et ça, c'est l'architecte qui cherche toujours son prince et sa reine, quelquefois. Toujours en compagnie de Massimiliano Fuxas, nous sommes désormais sur l'aile est de ce palais du Luxembourg. Alors, selon les premiers plans de Salomon le Brosse, le premier architecte, il y avait ces deux pavillons que l'on voit ici. Et soudainement, en 1836, le bâtiment bondit de 36 mètres vers le sud pour ajouter un troisième pavillon que vous voyez, Massimiliano, exactement dans le même style. Finalement, ce palais garde, en dépit de ses transformations liées à la politique, toute son harmonie et toute sa cohérence. Oui, mais les proportions sont changées. C'était un petit palais d'une dame formidable, Maria de Médicis, est devenue autre chose. C'est devenu autre chose parce qu'ils sont passés des siècles. Mais oui, il y a une cohérence. Mais c'est autre chose parce qu'on passait directement de la cour d'honneur à la vision du jardin, la vision même mystérieuse du jardin. Massimiliano, vous êtes très sensible à la lumière. Est-ce que le palais du Luxembourg prend bien cette lumière? Après, bien la lumière parce qu'il y a la vibration, parce qu'il y a la modification, il y a une façade qui renvoie toujours les yeux à autre chose. C'est le début d'une culture qui en Europe, on l'appellera après les baroques.
Vous êtes architecte, en Italie en particulier. Vous intervenez parfois sur des bâtiments anciens. Est-ce que vous auriez envie de, j'allais dire, rajouter quelque chose à ce Non, palais du Luxembourg? non, basta. On le garde, on le garde. L'unité entre les jardins, comme on a déjà dit, et les palais, c'est quelque chose de formidable. Il ne faut pas toucher. Alors j'entre ici dans la salle des conférences, qui est certainement la pièce la plus spectaculaire de ce palais du Luxembourg. Regardez, 57 mètres de long, 15 mètres parfois sous plafond, et cette décoration incroyable, luxuriante. Elle a été réalisée au milieu du 19e siècle. On y retrouve les symboles de la monarchie, de l'Empire, de la République. Bref, un style tout à fait éclatant, teinté parfois d'une pointe d'ostentation. La configuration de cette immense pièce a bien sûr évolué au fil du temps. Ici, par exemple, ici même, se trouvait l'hémicycle du tout premier Sénat. On l'a appelé le Sénat conservateur. Il a été voulu, il a été créé par le premier consul de l'époque, un certain Napoléon Bonaparte. Et c'est vrai qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Regardez ce dôme, regardez cette coupole. C'est l'apothéose de Napoléon Ier. Qui voit-on? Eh bien l'empereur, drapé de rouge, les bras écartés, en signe de paix. Et puis il y a ce trône, regardez. Ce trône de Napoléon, bien sûr, il date de 1804, c'est-à-dire il date de l'année du sacre de l'empereur. Un trône dessiné par l'architecte Jean-François Chalgrin, bien sûr, dans le plus pur style empire. Jean Tullard, vous êtes l'un des plus éminents spécialistes de Napoléon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous êtes assis sur l'un des sièges qui formait, j'allais dire, le tout premier Sénat, ce qu'on appelait le Sénat conservateur, avec ce symbole de ce serpent qui se mire dans un miroir, un symbole de sagesse, paraît-il. Et de prudence. Les sénateurs étaient très prudents, sauf le 2 avril 1814. Alors, Napoléon, qu'est-ce qui relie finalement ce palais du Luxembourg où nous sommes, le palais d'une reine, à Napoléon Ier? Alors pourquoi parler de Napoléon dans le palais du Luxembourg? C'est pour deux raisons. La première, c'est que Bonaparte, après le coup d'État de Brumaire, a habité, non pas dans le palais où nous sommes, mais dans ce qu'on appelle le Petit Luxembourg. Et la deuxième raison, c'est que dans la partie où nous sommes, le Sénat napoléonien, institué par la Constitution de l'an 8, a siégé ici même, dans l'endroit où nous sommes. Alors, c'est sous le Directoire, en 1799, qu'on voit apparaître Bonaparte, Napoléon Bonaparte, où il prépare au Petit Luxembourg son fameux coup d'État, s'il 18 Brumaire. En 1799, effectivement, Bonaparte va préparer le coup d'État. On va concerter, il y a Talleyrand, il y a Fouché, et tout va se préparer au Petit Luxembourg, l'autre partie. Et le lendemain du coup d'État, sans perdre de temps, Bonaparte vient s'installer ici. Et il va y rester jusqu'en février 1800. Dans l'intervalle, on a aménagé les Tuileries, l'ancienne résidence de Louis XVI, et donc il va quitter le 19 février 1800 et il va aller se rendre aux Tuileries et il aura ce mot fameux « Nous voilà maintenant aux Tuileries, l'important c'est d'y rester ». Jean Tullard, donc on peut considérer que juste après le coup d'État du 18 Brumaire, eh bien Bonaparte met en place ce qu'on peut considérer comme le premier des Sénats. Ce Sénat, donc, est formé de 60 membres. Il va donc s'installer au Luxembourg. Mais il ne peut pas s'installer dans le palais du Luxembourg parce qu'il faut tout réorganiser et c'est Chalgrin qui va aménager ici la salle des séances du Sénat conservateur. Quand je dis Sénat conservateur, conservateur de la Constitution, ne nous y trompons pas. Sur cet emplacement, il y avait à l'époque un hémicycle,
dans lequel siège le Sénat et un deuxième hémicycle où était prévue la salle du trône. Nous avons encore le trône de Napoléon. Et donc, si Napoléon venait, on se transportait dans le deuxième hémicycle où se trouve, conservé encore ici, le trône sur lequel Napoléon devait siéger. Je vous suggère, Jean Tullard, de rejoindre maintenant le grand escalier d'honneur du Palais du Luxembourg. Il a été construit en 1800, c'est-à-dire 4 ans seulement avant le sacre de Napoléon Ier. Voilà, nous nous trouvons dans cet escalier d'honneur du Sénat, du Palais du Luxembourg. En fait, Jean Tullard, on s'aperçoit qu'on refait le même chemin, le même itinéraire que faisaient les premiers sénateurs voulus par Napoléon Bonaparte. Ils le font en 1804, lorsque, quittant le petit Luxembourg, ils viennent s'installer dans le Palais du Luxembourg. Ils sont enfin chez eux. Ils n'étaient au début qu'une quarantaine ou une cinquantaine qui ont commencé à monter ainsi ces marches. Jean Tullard, est-ce que le Sénat qu'a voulu Napoléon Bonaparte était loyal avec lui-même? Le Sénat joue un rôle parfois difficile. Et puis, ensuite, il se calme, alors qu'il a des pouvoirs énormes, puisqu'il y a 2 commissions, la commission de la liberté individuelle et la commission de la liberté de la presse, qui pourraient jouer un rôle. Là, le Sénat calme plat. Il ne va se réveiller qu'en 1813 et surtout en 1814, lorsque Napoléon est vaincu, et le 2 avril, il proclame la déchéance de Napoléon. C'est-à-dire que ces sénateurs qui ont été comblés d'argent, qui avaient des sénatories qui leur rapportaient énormément, ces sénateurs abandonnent Napoléon, mais ils commettent une erreur fatale. Ils rédigent une nouvelle constitution, et dans cette constitution, ils se réservent tous les avantages qu'ils avaient acquis sous Napoléon, ce qui suscite l'indignation de l'opinion, et le Sénat va laisser la place à la Chambre des Pairs. L'acte de destitution de Napoléon signé par les sénateurs, le voici. Il est l'un des nombreux trésors conservés dans les réserves de la bibliothèque du Sénat. Et c'est ici, dans les sous-sols du palais, à l'abri de la lumière et de l'humidité, qu'est sauvegardée et restaurée la mémoire de la Haute Assemblée. 400 000 ouvrages, accessibles aux parlementaires et aux chercheurs. C'est d'abord un lieu de travail que cette bibliothèque toute ouverte plein sud sur ce merveilleux jardin du Luxembourg. Ici, il y a 400 000 ouvrages qui sont à la disposition des sénateurs. Il en est ainsi depuis 1848, date de l'installation de ces collections. Mais cette salle de lecture est également un formidable écrin. Un formidable écrin pour des œuvres d'art, des peintures. Eugène Delacroix consacra 5 ans de son existence à l'embellissement des lieux, en particulier pour décorer cette coupole qui nous surplombe. Une espèce d'Élysée où sont réunis les grands hommes qui n'ont pas reçu la grâce du baptême. Voilà comment Delacroix lui-même décrivait son œuvre, une toile de 7 mètres de diamètre sur 3,50 mètres de haut, et qui décrit la rencontre de Dante et d'Homère. Delacroix a 43 ans lorsqu'il exécute le décor de la voûte de la salle de lecture de la bibliothèque du Sénat de 1841 à 1846.
C'est un peintre habitué aux commandes de l'État puisqu'il a déjà réalisé l'étoile de la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Le Palais du Luxembourg recèle, on le sait peu, l'une des plus belles collections de peintures de France. Delacroix, Rubens à l'origine, Jordaens ou encore, plus proche de nous, Maurice Denis, avec cette fresque remarquable, une allégorie de la paix, en hommage aux poilus de la Grande Guerre. Voilà, j'entre ici dans ce grand hémicycle du Palais du Luxembourg. C'est véritablement l'endroit le plus important de ce palais. C'est ici que se fait la loi, c'est ici que travaillent les sénateurs et c'est ici qu'a travaillé Georges Clemenceau de 1902 à 1920. 18 ans de mandat. Jean Garrigue, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de Georges Clemenceau. On connaissait le journaliste, on connaissait le polémiste, on connaissait le président du Conseil, on connaissait le maire de Montmartre. Et c'est ici que se fige, j'allais dire, le destin de ce sacré bonhomme, Georges Clemenceau. Oui, Georges Clemenceau est une personnalité qui surplombe vraiment l'histoire de la Troisième République avec quelques autres comme Jules Ferry, Gambetta et Aristide Briand, par exemple. Mais Clemenceau est devenu, à partir de 1902, l'un des symboles de l'institution. Ses premiers combats, d'ailleurs, dès qu'il arrive au Sénat, autour de la loi de séparation des églises et de l'État. Il faudrait rappeler quand même que dans sa prime jeunesse, il était très hostile au Sénat. Il considérait que c'était une institution de notables, de la bourgeoisie, des conservateurs. Et au fond, il est devenu l'icône du Sénat à partir des années 1900. Et puis surtout, évidemment, au moment de la guerre, parce que pendant la guerre, il est président de 2 commissions, ce qui est exceptionnel, président de la commission de l'armée et président de la commission des affaires étrangères. Et à ce titre, il va exercer une vigilance, un contrôle extrêmement acerbe, quelquefois très méchant, envers le pouvoir politique et le pouvoir militaire. D'une guerre à l'autre. En 1940, le Palais du Luxembourg est occupé par les Allemands. Ils en font le siège du commandement de leur aviation, la fameuse Luftwaffe pour le front ouest. Jusqu'à 1500 soldats occupent le palais, une véritable forteresse défendue par des nids de mitrailleuses et des chars. Mais chose méconnue, ils y disposent d'un réseau de refuges souterrains très complexe, comme cet abri anti-bombardement construit à l'origine par les Français en 1937, sous le jardin de la présidence, puis récupéré par l'occupant. 2 étages enterrés aux portes hermétiques et aux murs de béton épais. On y trouve de quoi poursuivre le commandement en cas d'assaut, comme cet ingénieux système de ventilation d'urgence. Il est actionné par des vélos, ou encore cette salle d'opération. En pénétrant dans le central téléphonique, des fiches jonchent encore le sol et donnent cette impression curieuse que les soldats allemands viennent tout juste de déserter leur poste. On aurait pu bien sûr au cours de cette émission évoquer bien d'autres noms. Tous incarnent en tout cas la richesse du travail de la loi qui est l'essence même de l'endroit où nous sommes. Citons par exemple Jules Ferry, l'inventeur de l'école publique, Maurice Schumann, la voix de la France libre, ou encore François Mitterrand, futur président de la République. Aujourd'hui comme hier, vous le voyez, eh bien, la Haute Assemblée poursuit sa mission, celle qui est la sienne, celle d'écrire la loi. Notre balade dans les dédales de cet extraordinaire patrimoine s'achève. C'est la fin de cette émission. Sachez
que le palais de Marie de Médicis, le Sénat, est accessible au public à l'invitation des parlementaires, ici vraiment le rêve d'une reine peut devenir réalité.